Euh, Aujourd'hui, on va parler à la fois d'équipe full stack et de management. Donc, je vais commencer par pas vous parler de ce contexte-là, mais par vous demander qui parmi vous est manager ou l'a déjà été. Il y en a un, deux, trois, pas mal, quatre. Et qui parmi vous travaille dans une équipe où il n'y a pas que des droïdes, où il y a des fronts, des backs, des autres choses. Ok. Donc ça devrait quand même parler à la majorité d'entre vous. Je vais me présenter. Moi, je suis Alexandre, le troisième à passer ce soir. J'ai fait beaucoup de dev Android en contributeur individuel entre 2013 et 2019 dans quelques boîtes que j'ai listées ici, avec certains d'entre vous d'ailleurs. Et j'ai commencé à faire du management à partir de 2018, donc il y a eu un peu d'overlap entre les deux. J'ai bossé un peu en Australie, un peu en France. Actuellement, je suis Head of Engineering chez Hublot. Donc Hublot, c'est une boîte qui fait un logiciel de remplacement dans les hôpitaux. D'ailleurs, on recrute des data analysts, data engineers, dev full stack et dev front-end. On n'a pas d'Android natif malheureusement, mais on recrute quand même. Si vous connaissez des copains intéressés, c'est assez cool. Et je continue à faire de l'Android, donc je suis membre du POC depuis à peu près un an et je suis mentor sur Open Classroom. Et d'ailleurs, j'ai mon mentoré qui cherche un taf, donc si vous connaissez des boîtes qui cherchent un junior, il a la hargne et il progresse vite, donc très bon plan, je vous le conseille. De quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais vous parler un peu d'organisation, pourquoi on a des équipes full stack, pourquoi on ne travaille pas qu'avec des droïdes toute la journée. Ensuite, un peu plus sur le rôle du manager, qu'est-ce qu'on attend de lui et finalement pourquoi on peut être un dev Android et être un manager compétent. Et on va finir par quelques astuces pour avoir plus de légitimité. Parce que quand on travaille avec des gens qu'on ne maîtrise pas exactement le code toute la journée, des fois c'est un peu un syndrome de l'imposteur qui apparaît et c'est important d'avoir un peu plus de confiance en soi et donc de construire notre légitimité. Donc on va commencer par parler organisation. Et ce que j'ai voulu faire, c'était trouver une organisation standard en tech. Donc à quoi ça ressemble, quel est le standard, on va dire. Et pour ça, j'ai utilisé Pitch. Donc Pitch, c'est le truc que j'ai pas payé, que vous voyez là, pour faire des slides. Et j'ai pris une slide standard d'équipe. Et je suis tombé sur quoi? Une organisation qui m'avait l'air à peu près cohérente, avec plein de prénoms et puis différentes équipes. À partir de cette organisation, je me suis dit, comment ça se concrétiserait dans la vraie vie? Donc on a un head-off, des EM, et ensuite des gens sur chacune des technos, qui ont chacun un scope fonctionnel, on va dire, ou une dominante, un domaine, un métier spécifique. Et donc on se retrouve avec des back-end, des front-end, des QA, ils ont tous la même mission, ils travaillent ensemble. Et là, c'est ce que j'ai nommé dans le reste du talk une team full stack, donc avec différentes technos qui cohabitent dans le même team, avec le même objectif, le même but. C'est vraiment cette idée de split par domaine. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour minimiser la charge cognitive en termes de domaine fonctionnel. Donc on va peut-être plus vite à apprendre et à monter en expertise sur notre domaine. Et c'est plus facile à communiquer à l'extérieur de l'équipe. Donc si on a quelqu'un qui n'est pas dans la tech et qui demande hey, c'est qui bosse sur cette feature, il va chercher la team de la feature. Et c'est relativement simple, il n'y a pas à se demander quelle est sa techno, dans quoi j'ai un problème, est-ce que c'est sur mon téléphone, est-ce que c'est sur mon ordi. Ça peut faciliter la communication avec l'extérieur. Sur ce même schéma, on aurait pu séparer les choses un peu différemment. Donc j'ai repris les mêmes noms, les mêmes couleurs, mais j'ai organisé par technologie. En l'organisant par technologie, on se retrouve avec des droïdes qui parlent à des droïdes, des QA qui parlent à des QA. Et pour cette composante métier, on peut avoir des chefs de projet ou des chefs de produits qui vont aller piocher dans cette organisation-là. Donc on peut splitter par tech. C'est des choses qui arrivent aussi, ça existe dans pas mal d'équipes. Ça a aussi son intérêt pour maximiser le transfert de connaissances. On travaille toute la journée avec des gens qui maîtrisent notre techno, on peut aller plus vite monter en expertise sur nos hard skills. Au sein d'une équipe, on parle le même langage, le langage technique et puis le langage au quotidien. Ça facilite potentiellement la communication aussi sur les bugs qu'on rencontre ou les problèmes d'architecture qu'on rencontrerait. Donc il y a aussi du sens à être sur des organisations orientées tech. Pour le coup, on va se concentrer sur ces organisations par domaine, avec des équipes multi-techno. Et on va regarder du coup plus en détail ce que fait un engineering manager, et puis en quoi c'est pas un problème en soi d'avoir ces équipes multifonctionnelles, de ne pas être un expert sur l'intégralité de sa stack. Donc on va regarder un peu plus le rôle de l'engineering manager en se concentrant sur la partie plutôt technique. Donc on va aller plutôt vite sur le début. Qu'est-ce qui fait l'engineering manager? Il a une dimension people en fait dans son rôle.
People, ça va être la partie coaching, être capable de montrer à son équipe là où elle est performante, là où elle a besoin de s'améliorer, et avoir cet œil extérieur sur les axes de progression, sur un peu l'évaluation, aider les gens à grandir en fait autour de lui. Il va avoir une composante recrutement, construire son équipe, savoir où est-ce qu'il a besoin de skills, où est-ce qu'il a besoin de gens, avoir une idée de la dimension de son équipe pour résoudre les problèmes dont il a besoin pour son business. Et puis une dernière étape de review de performance, c'est complémentaire avec le coaching, mais il y a aussi la dimension un peu salaire, carrière, etc. qui vont aller avec. Donc on va attendre d'un engineering manager. Tout ça, c'est relativement indépendant de la stack, c'est relativement indépendant de la techno. Quand quelqu'un qui va faire du back-end va pas réussir à délivrer une feature, que ce soit du back-end, de l'Android ou de l'iOS, finalement le coaching va être le même. La feature ne sort pas, comment on peut creuser, comment on peut analyser. On ne va pas apporter des solutions, on va vraiment être sur le coaching. Et donc l'idée c'est, en fait, pour toute cette partie-là, pas besoin d'être une star dans sa techno, on peut tous le faire. La deuxième partie, c'est sur la partie plus delivery, donc ce que sort l'équipe. L'engineering manager, on va s'attendre à ce qu'il soit un facilitateur du delivery, à ce qu'il l'améliore au cours du temps, donc porteur de cette amélioration continue, par différents moyens, soit en amenant un peu de mesure pour donner un peu de visibilité sur la performance, en synchronisant potentiellement avec d'autres équipes. Si on a, comme on a vu tout à l'heure, il y avait plusieurs domaines différents. Quand ils ont des points communs, il faut qu'ils se parlent et les engineering managers peuvent faciliter, synchroniser, éviter que tout le monde parle à tout le monde tout le temps. Et puis ensuite, une communication, à la fois une communication montante, donc remonter les problèmes de l'équipe, remonter les opinions de l'équipe, les opportunités qui sont détectées par l'équipe au reste de l'entreprise, et inversement, essayer de faire comprendre la stratégie de l'entreprise, essayer de montrer à chaque développeur comment il peut impacter au mieux son business par ses outils techniques. Cette partie-là est aussi relativement indépendante de la stack. Je pense que n'importe quel développeur qui veut passer du temps dessus peut grandir là-dessus. Si on prend un développeur Android qui va travailler sur la partie delivery d'une team back, je ne vois pas vraiment de blocage là-dessus. Rien de tout ça n'est vraiment dépendant de la stack. On arrive sur la troisième composante. Et la troisième composante, c'est la composante plus technique de l'engineering manager. C'est la partie engineering, on va dire, un peu moins manager. Je l'ai décomposé en trois parties. Il y a la partie vraiment pure code. Quand on est manager d'une équipe qui est sur sa stack, on peut être hands-on, on peut aller coder, on peut aller review des PR, on peut aller vraiment assez deep dans les problématiques techniques. On peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire, mais en tout cas, on peut. Pour moi, quand on est sur une équipe plus full stack, il y a un truc qu'on peut faire qui marche relativement bien, c'est aller faire du pair programming sans tenir le clavier, mais pour poser des questions aux gens, pour demander pourquoi tu codes comme ça, quelles questions tu t'es posées, est-ce que tu as analysé vraiment le besoin, est-ce qu'il y a d'autres solutions. En posant beaucoup de questions, on a un bon copain sur du pair programming et on n'a pas besoin d'être un expert de la techno pour apporter de la valeur à la personne avec qui on pair. On peut aussi aller sur la partie challenger un design, challenger une conception. On va avoir des opinions qui sont exprimées et on va avoir un produit qui répond à un besoin, une conception technique qui est censée répondre le plus fidèlement possible au besoin initial. On se rend compte assez vite que la majorité des design patterns ils sont universels. Des singletons, que ce soit fait en Java ou qu'ils soient fait en Swift, ça reste des patterns que tout le monde peut comprendre. Et donc on a une capacité à challenger une conception qui serait over-engineerée dans n'importe quelle techno. On est capable de prendre ce recul-là et de se dire j'ai l'impression qu'on en fait trop, on fait une feature pour 3 personnes, il n'y a pas forcément besoin de mettre autant d'efforts. On va aussi avoir la capacité d'aller sur des reviews de PR, mais de faire de la méta-review, d'aller regarder comment les gens collaborent, comment les gens commentent. Est-ce qu'ils commentent sur des choses importantes, sur des questions d'architecture, ou est-ce qu'ils pinpoint des virgules manquantes ou des virgules en trop. Et donc aller essayer de challenger l'équipe, de se faire grandir et de se dire, là j'ai l'impression que vous apportez pas le maximum de valeur sur vos reviews, soit il y a jamais de commentaires, soit ils sont trop pointilleux et pas forcément pertinents. Donc même sans être un expert de la stack, on peut apporter cette qualité à l'équipe sur la partie technique. Et enfin, la dernière partie, c'est ce que je fais aujourd'hui, être capable d'aller parler à des audiences techniques, faire des talks, écrire des blogs, indépendamment de notre stack, on peut le faire. On peut le faire sur de l'organisation, on peut le faire sur d'autres domaines qui sont tech, sans être du pur hard skill. On n'a pas besoin de comprendre Emper pour venir parler au POG. Le truc, c'est que je trouve, avec un peu plus de recul et un peu plus d'expérience, je trouve que le fait de ne pas pouvoir coder tous les jours, de ne pas pouvoir prendre ce raccourci, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne chose pour un manager. Ça l'oblige à se poser la question de quelle est l'action qui a le plus de valeur pour son équipe qu'il peut faire au quotidien. Et la réponse n'est pas automatiquement codée. L'idée, c'est qu'en se privant en fait, de la capacité à aller coder directement dans la codebase,
on se force à se poser les autres questions. Qu'est-ce qui va apporter de la valeur à mon équipe? Est-ce que ça va être de synchroniser avec une autre équipe? Est-ce que ça va être de challenger ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ça va être de trouver des nouveaux outils, de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles formations? On va pouvoir élargir un peu notre scope. On va aussi avoir cette tendance que moi j'ai eu personnellement en tant que jeune manager, qui était d'essayer de garder un maximum de scope sur moi. J'ai toujours aimé débugger, et donc du coup j'avais tendance à prendre tout le debug pour l'équipe. J'ai devenu un single point of failure de l'équipe. Et ça, c'est plutôt pas souhaitable. Le jour où on est en vacances, il n'y a plus personne pour corriger les bugs. Le jour où on part de la boîte, il y a une connaissance qui est perdue. C'est des points qu'on peut éviter en se retirant, en laissant l'équipe en fait monter en autonomie, apprendre la compétence et sans la bloquer sur nous-mêmes. Et enfin, il y a un dernier truc, et je trouve que c'est un effet de bord que j'ai découvert récemment, on oblige l'équipe à vulgariser. En n'étant pas un expert d'un métier, les développeurs ne peuvent pas prendre de raccourcis avec nous. Ils sont obligés de se demander, de nous parler en design pattern au lieu de parler en implémentation de code. Ils sont obligés de prendre ce recul, de vulgariser, de se demander ce qu'ils sont en train de faire et comment parler à leur audience. Finalement, ça a un effet super positif sur une équipe. Ça lui permet de mieux interagir avec son produit, son métier, ses clients, en étant obligé de à chaque fois prendre un peu plus de recul sur ce qu'ils font. Donc pour moi, je trouve que le fait de manager une équipe qui n'est pas que sur notre stack, c'est finalement une facilité à manager. Du coup, on a vu que manager une équipe full stack, c'était possible. Mais un des points, et je pense que c'est un des points sur lesquels je veux revenir, c'est la plupart des gens deviennent managers parce qu'ils sont bons en tant que développeurs. Ils montent dans leur carrière, ils arrivent à un niveau senior, il y a une opportunité de manager, ils vont manager. Et ils sont légitimes parce qu'ils ont été développeurs avant dans l'équipe, ils étaient parmi les meilleurs, et c'est souvent parmi les meilleurs qu'on va demander d'aller chercher un manager. Ils ont cette légitimité. Comment on fait pour devenir manager si on n'a pas la légitimité en tant que développeur? Si on n'est pas capable d'aller coder plus vite, faire des meilleures archis, débugger plus vite? On a besoin de se sentir en confiance, on a besoin de sentir qu'on est compétent dans ce qu'on fait. Et c'est à ça que va servir cette dernière partie. Comment on fait pour gagner notre légitimité sans passer forcément par le code? La première dimension que j'ai envie de mentionner, c'est le fait d'avoir de l'impact, d'avoir des actions impactantes. En réussissant à avoir un impact sur le business ou sur nos collègues ou sur notre vélocité, on va montrer notre légitimité, on va gagner en confiance parce qu'on réussit des choses. On réussit des choses comment? En économisant du temps pour l'équipe. S'il y a des meetings un peu boring, c'est souvent le manager qui se les tape. Et c'est une bonne chose, parce que ça évite à 5, 6, 7 personnes de se les taper aussi. En donnant de la visibilité à l'équipe, en passant du temps à communiquer avec les stakeholders, en montrant en fait que une équipe délivre des choses de qualité, impacte des clients, a des résultats, on se retrouve avec une équipe qui est moins sous pression. Il y a des résultats qui sont là, c'est communiqué, c'est visible, l'équipe a plus de temps et moins sollicitée. Ça évite aussi tous ces raccourcis qu'on a souvent où un sales vient taper sur l'épaule d'un dev en disant hey, tu pourrais pas nous coder ça? S'il y a un manager qui a déjà communiqué sur quelles étaient les priorités et sur quoi on travaillait, les devs ils sont moins souvent sollicités. Il y a un autre point sur lequel le manager peut aider, c'est enable des bonnes décisions. Et par enable, j'entends amener le bon contexte. Souvent, on a envie, avec l'expérience, de coder plus quali, d'aller un peu plus loin, d'aller faire quelque chose de mieux, de ne pas avoir une codebase qui vieillit, un peu comme dans le premier talk. Mais de se dire qu'on est content si on n'a pas à gérer notre problème qu'on a codé il y a 3 ans. Mais en fait, tout le code ne vit pas 3 ans. Le fait de mettre des efforts sur du code qui ne va pas vieillir, qui est expérimental, qui n'est pas amené à durer, c'est faire des efforts pour rien et c'est un peu se pourrir la vie. Le fait de prendre une bonne décision par moment, c'est prendre un raccourci, aller vite, faire du code jetable et le jeter. Prendre ces décisions-là, les faciliter, c'est aussi un moyen pour le développeur pour le manager de gagner en légitimité auprès de ses développeurs. Savoir qu'on n'investit pas tout son temps, toute sa qualité à tous les moments de la journée. On a des features qui en valent la peine et on en a d'autres qui en valent pas la peine. Et enfin, le fait d'amener de la mesure, être capable de se dire on a codé quelque chose, on a impacté tant de clients, on a fait gagner tant de K euros à notre boîte. Tous ces points-là, ils permettent d'avoir un feedback et un sentiment d'accomplissement auprès de l'équipe. Et je trouve que c'est un bon moyen d'avoir de l'impact et de gagner en légitimité, montrer ce qu'a fait l'équipe, montrer quels sont les résultats, montrer concrètement comment on a fait avancer le business. Ça motive l'équipe et ça permet au manager qui a amené cette information-là de se sentir plus légitime. Comment on peut faire? Il y a des choses un peu plus méta aussi, mais en vrai, juste en arrivant avec le sourire auprès d'une équipe, en étant toujours de bonne humeur, en n'étant pas le plus gros râleur, en fait, forcément, on améliore un peu la vie de l'équipe et on se sent plus légitime, on sent qu'il y a un soutien autour de nous. En étant un soutien nous-mêmes, en amenant un café à un collègue ou en l'aidant à débugger, en faisant le canard en plastique, on peut avoir aussi ce côté, on est important pour l'équipe, on n'a pas besoin d'avoir tapé les lignes de code nous-mêmes pour avoir eu un impact sur la feature qui est sortie.
en étant assez exemplaire, en étant présent au meeting, en arrivant préparé, en mettant pas trop de meetings aussi, la dérive classique du manager, en essayant de penser au temps qui est investi et à l'impact que ça a sur les gens, en mettant pas un meeting en milieu de journée aussi. Les interruptions, on n'aime pas trop ça. Donc voilà, en étant un peu aware du temps des autres, on se retrouve à être pas plus légitime dans notre rôle. Et enfin, le dernier truc, c'est il y a plein de tâches qui ne sont pas particulièrement techniques, que tout le monde peut faire, que personne n'a envie de faire. Je pense des fois de la com, des fois de la doc, des fois du test. Il y a des tâches qui prennent du temps, que tout le monde doit se partager. En prenant sa partie aussi, on est aussi plus légitime. On évite ce côté manager sur son piédestal qui ne veut pas se mettre au niveau des autres. Et enfin, il y a quelques erreurs qu'on peut éviter de faire. Et toutes ces erreurs-là, je les ai listées parce que je les ai vues faire par des collègues managers. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de casser la légitimité qu'on a créée. La première, c'est le fait de se cacher quand on a un problème. En vrai, dans n'importe quelle boîte, à n'importe quel moment, il y a des problèmes. Et plus on les cache, moins on a de chances de s'en sortir. Moins on a de chances d'avoir de l'aide qui vient de l'extérieur. Montrer les problèmes, appeler à l'aide, c'est un bon moyen de ne pas casser sa légitimité. La personne qui cache tout sous le tapis, le jour où ça explose, sa légitimité est complètement écrasée. Prendre de l'ownership. On va faire des erreurs, tous, toutes les équipes. Et c'est OK. C'est OK de faire des erreurs, c'est OK d'en apprendre. Et c'est OK de se dire, là j'ai merdé, je ne ferai pas pareil la prochaine fois. Essayer de se cacher, de dire, ah mais c'est pas moi, c'est tel PM, c'est tel dev qui ne sait pas coder. C'est un bon moyen de se casser sa légitimité aussi. Le troisième point, c'est pas essayer d'être le meilleur partout. Alors on ne peut pas être le meilleur partout déjà, mais en plus de ça, on a une équipe autour de nous qu'on essaie de faire grandir, et en lui faisant confiance, on va gagner aussi en légitimité, en se disant je pense que tu peux le faire, en étant encourageant, en donnant l'ownership à quelqu'un d'autre. En faisant confiance, on a cette légitimité qui ne va pas se casser. Si on essaie d'enlever c'est compliqué, je suis le manager, je vais le prendre, on casse notre légitimité. Le quatrième point, écouter les feedbacks. Ne pas ignorer quand on nous dit il y a quelque chose qui a l'air de merder, il y a quelque chose qui ne va pas trop, ça je le sens pas. Écoutez, essayez de comprendre ce que la personne veut dire. Il y a souvent une part d'apprentissage qui est cachée dans un feedback. Et enfin, ne pas essayer de trop en faire. On a tous 35 heures dans la semaine. Il faut un moment se dire, on ne pourra pas tout faire, qu'est-ce qui est le plus impactant, qu'est-ce qui va être le plus utile. Et prioriser ces tâches-là, c'est un bon moyen de ne pas casser sa légitimité. Pour finir, en fait, j'ai envie de dire que tous les trucs que je vous ai présentés, en fait, ils marchent pour n'importe quelle personne dans une équipe tech. Je pense qu'un développeur peut utiliser la même chose pour garder sa légitimité et pour avoir plus de confiance auprès du reste de son équipe. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans certaines organisations, de toute façon, un engineering manager ne peut pas être expert de toute la stack. La stack est trop vaste et c'est impossible d'avoir ce niveau-là de connaissances. Mais même quand on n'est pas expert, il y a quand même cet aspect tech dans le rôle. Et le fait de ne pas être un expert sur tous les sujets, en fait, ça a des avantages. On a vu qu'en termes de vulgarisation, en termes de capacité à prendre du recul, c'était assez intéressant. On a vu aussi que la légitimité au sein d'une équipe, elle ne passe pas que par l'expertise technique. On a pas mal d'autres moyens de la construire et de la maintenir avec le temps. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé, que si un jour vous pensez à être manager, vous aurez un peu plus confiance dans la capacité à le faire, quelle que soit la techno de l'équipe et quel que soit le contexte. Merci de m'avoir écouté. Et